We're about to start. Welcome back. Nous allons reprendre. Je vais donner la parole à Madame le ministre pour présenter les réponses de sa délégation. Eh bien, ça comprend la répartition des devoirs si la délégation veut se disposer de cette facilité. De toute façon, c'est à la délégation de répondre maintenant aux questions qui ont été soulevées par les collègues. Je leur donne la parole. Je vous donne la parole, Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi tout d'abord de saluer les membres du comité et de présenter à tout un chacun nos félicitations pour leur intervention et des questions pertinentes posées à notre délégation. Alors, je voudrais quand même vous expliquer un petit peu la méthodologie. Je suis la chef de délégation, mais c'est le comité interministériel des droits de la personne qui est ici avec environ 7 membres et tout un chacun va devoir répondre aux questions, mais pas de façon chronologique comme on va prendre par exemple les questions de M. Benachour, mais chacun va répondre à des questions et dépendant de leur secteur. Alors, je vous présente rapidement la délégation. Nous avons Maître Dolma qui représente la primature au sein du comité interministériel des droits de la personne. Nous avons Maître Melodin qui représente le ministère des Affaires étrangères. Maître Bazelet qui représente le ministère de la Justice. On a Yves Rodijan qui représente la présidence. Nous avons l'ingénieur Clément Bélizer qui représente l'unité de construction de logements et de bâtiments publics parce qu'on a pensé que c'était important qu'il soit là pour les questions des déplacés. Et nous avons Maître Tessi qui représente le ministère Conditions féminines et aux droits des femmes. Évidemment, nous sommes accompagnés de 3 représentants de l'ambassade de la mission d'Haïti à Genève. Mais avant justement de passer la parole à mes collègues, je voudrais tout d'abord éclaircir des points que M. Benachour avait signalés. Je voudrais vous dire et même vous donner la garantie qu'au niveau du gouvernement, il n'y a vraiment aucun problème de conflit, aucun problème de, je dirais, d'animosité avec les organisations de défense des droits humains. Au contraire, nous sommes toujours ouverts à travailler avec les organisations pour toutes, je dirais, et à la création du comité, on a invité tout le monde à participer avec nous. Et au contraire, on a plutôt senti qu'il y avait des réticences de la part des organisations, mais évidemment, nous avons toujours gardé un contact très, très ouvert, très régulier avec les organisations de défense des droits humains. Et une question assez pertinente sur la question du plan national des droits de la personne. Et c'est un plan qui est en consultation actuellement. On a déjà consulté des organisations dans 2 départements. Là, on est en train vraiment de consulter des organisations sur les départements avec le draft du plan. Et toutes les organisations de défense des droits humains vont être consultées avec ce plan. On commence déjà avec les départements, le département de la Grande-Anse, le département du Sud-Est, mais on va consulter toutes les organisations sur tous les départements jusqu'à la fin du mois de novembre pour arriver effectivement à un atelier de consultation pour pouvoir sortir ce plan. Alors, je vous dirais aussi que dans ce plan, et pour répondre à certaines questions déjà, la question sur notre position en tant que gouvernement sur la question du LGBT, moi je vous dirais, au plus haut niveau de ce gouvernement, non seulement nous sommes solidaires et des organisations qui défendent justement et les homosexuels en général, mais il y a tout un chapitre dans le plan national des droits de la personne pour effectivement appuyer
ces associations-là pour éduquer la population, parce que ça a été quand même, ça a été quand même, je dirais, des manifestations de groupes religieux. Il y a un problème de mentalité dans le pays et nous sommes assez fermes là-dessus. Pas question justement qu'on attaque les gens par rapport à leur orientation sexuelle. Moi, en tant que ministre chargé des droits humains, j'ai été assez ferme le 20 juillet dans une note pour dire aux gens, non, nous n'allons pas accepter ces choses-là. Bon, évidemment, ça prend toute une campagne de sensibilisation, toute une campagne d'éducation pour travailler non seulement avec le gros de la population, mais avec des leaders d'opinion surtout qui ont manipulé la population contre ces associations. Mais je vous dis que ce soit au niveau de la présidence, au niveau au plus haut niveau du gouvernement, on est très ferme là-dessus et on ne va pas justement faire marche arrière par rapport à cette question. Et moi, je passe la parole, tout ce qui a trait à la question de la justice et question de code pénal, procédure pénale. Il y a le représentant du ministère de la Justice qui va en parler. Tout ce qui a trait à la Convention, c'est le représentant du ministère des Affaires étrangères. Et je vais probablement revenir, mais c'était quand même pour vous signaler et ce plan, ça va sortir au mois de décembre au plus tard, parce que vous m'avez demandé. Mais j'aimerais signaler quand même, avant de passer la parole aux collègues de la justice, quand même, c'est une bonne nouvelle. Il y a 3 experts, parce que le président a formé quand même une commission. Il y a 3 experts qui travaillent sur un nouveau code de procédure pénale. Et il y a eu, j'en ai parlé dans mon intervention, il y a eu un atelier durant le mois de septembre pour consulter les acteurs dans la chaîne pénale. Et je dois vous dire que d'ici le mois de décembre ou plus tard, on va avoir un nouveau code pénal. C'est une façon justement de vous informer parce que cette question a été posée aussi. Merci beaucoup. Et puis, oui, pour le CIDP aussi, et on me demande est-ce que le CIDP diffuse ces documents? Oui, le CIDP diffuse ces documents et assez large. On essaie quand même de voir maintenant est-ce qu'on peut traduire toutes nos documentations en créole, mais tous nos communiqués sont en français et en créole. On publie des bulletins, on a déjà sorti 2 bulletins. Et comme je vous l'ai dit, on consulte les organisations en province en général avec toutes nos documentations et on va continuer à consulter les organisations. Mais le CIDP est ouvert. Nous publions tout et les rencontres du comité, les bulletins qui sortent, on publie le plan national, ça va être public et je voudrais quand même en parler. Merci. Je passe la parole à Maître Fayer Bazelet, qui est le représentant du ministère de la Justice au sein du comité interministériel des droits de la personne. Merci, Monsieur le Président du comité des droits de l'homme et aussi aux membres de ce comité. Nous vous remercions d'avoir posé des questions qui peuvent faire un peu de lumière sur les zones d'ombre que vous avez observées peut-être dans le rapport. Et il a été question d'apporter des éclaircissements sur le procès de la Syrie et en ce qui concerne l'évocation du pacte. Et je dois vous dire que ce pacte a été évoqué à la Cour d'appel parce que, en première instance, l'ordonnance du juge a traîné et que pour respecter la liberté de ces personnes-là, on a évoqué cet accord et puis la Cour d'appel a rendu un arrêt mettant en liberté ces personnes-là. Et alors, ça a posé un problème de formation des magistrats parce que vraiment, quand il y a un problème comme ça qui se répète dans les juridictions,
le gouvernement a pris des mesures pour former des juges sur l'importance du pacte et de son application dans la législation haïtienne. C'est ainsi que des séances de formation ont été organisées à l'école de la magistrature à l'intention de tous les magistrats, y compris les magistrats debout. Et jusqu'à présent, je dois vous dire, peut-être que c'est une erreur, le pacte n'est pas traduit encore en créole. Donc, je crois que c'est une nécessité de le faire parce qu'il y a deux langues officielles, il y a le français et le créole. Donc, c'est normal à ce que à ce qu'il soit traduit en créole. Et concernant le dossier de Jean-Claude Duvalier, et vous savez, vous avez bien compris qu'il y a eu un recours à la Cour de cassation. On a interjeté, on a exercé un pouvoir en cassation. Et la Cour de cassation ne s'est pas prononcée encore. Donc l'arrêt n'est pas sorti. Mais je dois vous dire que quand il y a un arrêt de la Cour de cassation, c'est un arrêt sur la forme. La cassation juge selon la forme. Donc le fond est là. Donc l'arrêt n'est pas sorti encore. Et toutes les questions qui dérivent de cet arrêt, de la nature de l'arrêt, parce qu'on ne sait pas ce qui va sortir, et c'est à partir de ce moment qu'on peut penser à la poursuite de ce dossier et sous quel angle. Il revient à la justice de se prononcer sur cette affaire-là, parce que il y a le pouvoir judiciaire qui est saisi de cette affaire et il y a lieu d'attendre le prononcé de la décision de la Cour de cassation. Vous nous demandez pourquoi cette affaire a pris beaucoup de temps. Voilà, c'est vrai. Parce que vous savez, en Haïti, nous avions le plus souvent une culture orale. Et les gens, quand ils veulent déposer des plaintes, ils s'en plaignent à la radio. Et c'est peut-être tardivement qu'ils ont déposé des plaintes. Et que vous savez que notre système judiciaire qui n'est pas réformé encore, il y a la lenteur qui le caractérise. Et c'est pourquoi cette affaire a pris beaucoup de temps. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a des étapes qui sont déjà franchies et que nous sommes en droit d'attendre la décision de la Cour de cassation. Et vous nous avez demandé, est-ce que l'affaire va-t-elle continuer à poursuivre les responsables? Et il y a une population qui a été victime. Et si cette population, les plaignants qui sont victimes, ils continuent à demander réparation, c'est sûr que ce procès va continuer contre les autres responsables. Donc, mais il revient à la justice de se prononcer. On attend la décision de la justice. Et il s'agit encore vous nous avez demandé en quoi consistent les travaux forcés à perpétuité. Vous savez que dans notre législation haïtienne, quand il y a condamnation à perpétuité, la personne doit purger sa peine. Cependant, il y a dans certains cas où l'on observe le comportement de la personne, voir s'il ne représente plus une menace pour la société et la justice peut décider sur son sort. Donc, c'est vrai, notre législation prévoit cette condamnation à perpétuité dans le sens où cette peine doit être purgée de manière totale. Mais il faut dire que il y a 10 ans de ça, selon les statistiques que nous avions, il y a tant de gens qui ont été condamnés à perpétuité et qu'on a observé un bon comportement de ces gens-là, et peut-être avec l'âge qui ne représente pas un danger pour la société, ces gens-là ont été mis en liberté. Mais cependant, la peine n'est pas effacée. La peine n'est pas effacée parce que si la personne récidive, donc là, il y a encore une tendance à durcir cette peine, quoique la peine à perpétuité, c'est la plus haute. Et alors, il y a aussi la torture corporelle. On a demandé quid de la torture psychologique. Et
on met l'emphase beaucoup plus sur la torture, la législation haïtienne, mais et l'emphase sur la torture corporelle. Parce que peut-être que c'est difficile d'appréhender cette torture psychologique. Et les plaintes que la justice reçoit le plus souvent, c'est pour la torture corporelle. Et quand ça arrive, donc il y a des dispositions contenues dans nos législations qui punissent ces faits-là. Alors, je crois maintenant que c'est une obligation de se pencher sur la torture psychologique parce que vraiment, c'est une sorte de torture, c'est une torture. Donc je crois que dans la réforme judiciaire, dans la réforme de nos lois, il va être pris en compte. Et l'autre question vraiment à laquelle on s'était attendu, c'est la détention préventive prolongée. Parce que vraiment, c'est un problème, nous le constatons. Et on a fait des efforts pour agir sur la détention préventive prolongée. C'est vrai que vous avez souligné à notre attention qu'au cours de cette année, nous avions parlé dans le rapport des efforts qui sont consentis pour diminuer le taux de la détention préventive prolongée, mais le constat qui se fait, c'est que c'est en nette progression. Il y a 2 ou 3 situations qui viennent compliquer cet événement, la détention préventive prolongée. D'abord, il y a la grève des magistrats. Il y a eu une grève de magistrats et pendant plusieurs semaines, au cours de l'année 2014, la justice n'a pas fonctionné de manière célère. Quand il y a grève de magistrats, les gens ne sont pas appelés, les gens qui sont en prison ne sont pas appelés. Encore, il y a eu une grève du barreau de la République. Donc, ça n'a pas permis aux magistrats de travailler. Mais cependant, le gouvernement a pris des mesures pour approcher ce problème. Parce qu'il y a une commission qui est chargée d'étudier ces dossiers-là. Et ce qui est certain, c'est que dans les jours à venir, la réduction, vous allez constater une diminution du taux de la détention préventive prolongée. Et j'admets avec vous qu'il y a vraiment une relation entre la surpopulation carcérale et la détention préventive prolongée. Et dans ce cas-là, non seulement au cours d'un forum réalisé par le ministère de la Justice, les commissaires du gouvernement, les doyens et toutes les autorités judiciaires ont été invités pour être motivés sur ce problème-là. Et on a recueilli beaucoup d'opinions sur une méthode d'approche pour réduire le taux de la détention préventive prolongée. Donc c'est un travail qui commence et on espère qu'on va déboucher sur quelque chose de concret. Mais je dois vous dire vraiment que c'est un problème qui s'est posé depuis longtemps, mais qui est aggravé et il y a des mesures qui vont être prises pour diminuer la détention préventive prolongée. De toute façon, la nouvelle approche qu'on se fait de cette situation, c'est que dans la réforme de la justice, on a pensé qu'il faut introduire le concept de juge de la détention, parce que nous n'avons pas ça dans notre législation. Et ensuite, on va essayer de faire en sorte que les délais soient respectés, parce qu'il y a un problème de délai qui n'est pas respecté et que ça a été agité lors du forum. Et on tient beaucoup à cette approche parce que la détention préventive prolongée n'est qu'un problème de délai. Des gens qui ne sont pas jugés à temps et dont le nombre va sans cesse croissant. Donc on a identifié le problème et des mesures vont être prises. Sur ce point, j'aimerais ajouter quelque chose assez important.
au sein du comité interministériel des droits de la personne, on a même proposé au ministère de la Justice de réactiver le bureau de contrôle de la détention préventive prolongée dans les prisons. Mais ce que j'aimerais quand même signaler particulièrement, il y a surtout un problème d'ordre managérial comme cause, comme déterminant au problème de détention préventive prolongée. Il n'existe pas dans les sous-commissariats, dans les commissariats comme porte d'entrée, une structure informatisée nous permettant vraiment de bien monter le dossier des prévenus, des détenus. Il y a toute une réflexion qui se fait avec un task force pour voir comment travailler aussi sur cette question-là. Parce qu'il ne faut pas voir seulement les problèmes, les déterminants en aval quand on va dans les centres carcéraux. Ce problème managérial existe aussi, mais ce problème managérial en amont, il faut arriver justement à le résoudre. On travaille très sérieusement là-dessus, parce que quand tu vas dans les centres carcéraux, et ce qui est beaucoup plus important pour les prévenus, c'est leur numéro de dossier. Parce qu'ils savent vraiment que s'ils n'ont pas leur numéro de dossier, et ça va être beaucoup plus compliqué pour eux. Mais c'était juste pour compléter un petit peu le déterminant puissant. L'un des déterminants puissants du problème, c'est vraiment un problème d'ordre managérial. Merci. Oui, il y a encore une autre question à laquelle nous n'avions pas répondu. Il a été question de... Cette question est la suivante. Comment l'administration n'a pas d'informations sur le montant versé aux victimes en ce qui concerne le procès de Raboto? C'est vrai que, et sans entrer dans les détails, mais je vais vous dire un peu ce qui s'était passé dans ce procès-là. Et ce qui occasionne que des fois, on n'a pas d'informations lorsque ce procès a eu lieu sur le dédommagement des victimes. C'était un procès qui avait été tenu au tribunal dans la juridiction des Gonaïves. Il y a eu plusieurs chefs d'accusation. Et dans notre législation, dans notre législation, surtout en matière pénale, quand il y a connexité ou bien pluralité d'infractions, l'affaire doit être entendue par un tribunal criminel sans assistance de jury. Alors que l'erreur a été commise, l'affaire a été entendue par un tribunal criminel avec assistance de jury. Et quand la partie adverse avait exercé un recours devant la Cour de cassation, avait exercé un pouvoir à la Cour de cassation, sur la forme, il y a un arrêt qui a été rendu et a cassé la décision. Cependant, il faut se demander aussi, est-ce que si l'arrêt qui a été rendu en la forme a mis fin à ce procès? Bon, là, il faut être sincère qu'il y avait toujours lieu pour les gens, pour les autorités judiciaires, de recommencer en suivant la procédure normale. Cependant, étant donné que dans les greffes de nos tribunaux, il faut en tenir compte, et ne sont pas trop bien organisés, lorsqu'on a mené des enquêtes sur des réparations qui auraient été accordées à ces victimes, on n'en avait pas trouvé trace. Donc c'est pourquoi cette question n'a pas pu être répondue de manière satisfaisante. Je crois avoir répondu. Je ne sais pas s'il y a des omissions qui sont faites aux questions qui ont préoccupé les... Oui.
il y a encore la question de l'alternative à la détention préventive, c'est ça? Et c'est vrai que dans notre législation, il n'y a pas encore d'alternative. Parce que l'un des facteurs qui contribuent à l'augmentation de la détention préventive prolongée, c'est qu'il y a des gens qui commettent des infractions pour la première fois, ou bien ce ne sont pas des infractions graves, et que ces personnes-là auraient pu être punies d'une autre manière que être dans une prison. Mais notre législation ne prévoit pas encore les peines alternatives. Dans le projet de réforme qui est en cours, c'est sûr que ce projet va être pris en compte. Merci. Je vais passer la parole aux membres du ministère des Affaires étrangères, mais je voudrais retourner encore aux collègues et aux membres du comité Bencho pour lui dire, dans le cas, parce que moi j'estime important de répondre à cette question, parce que vous avez parlé d'ambiguïté, vous avez parlé de confusion dans le dossier de Jean-Claude Duvalier. C'est comme il y aurait une position confuse par rapport au gouvernement. Le gouvernement est assez clair. Je voudrais vous le dire, la justice est indépendante, le gouvernement est assez clair. C'est un passé assez douloureux pour nous autres en Haïti et on ne va pas tergiverser là-dessus et on n'a pas tergiversé non plus là-dessus. Il y a eu des mésinterprétations par rapport à des démarches de conciliation nationale, des fois d'inviter tous les anciens présidents dans une cérémonie officielle, mais cela n'a pas justement, n'a aucun rapport avec l'indépendance de la justice et le respect justement des droits des victimes de Duvalier. Et comme vous l'avez bien dit, et c'est très clair pour nous, la question de la dictature de Duvalier, ça dépasse Haïti. Alors, il faut vraiment ne pas rester avec cette idée d'ambiguïté, de confusion. C'est assez clair pour nous. Et le plan national des droits de la personne qu'on va lancer au mois de décembre est assez clair. On a même repris toutes les recommandations du comité de vérité, de la commission de vérité, dans le cadre justement de la lutte contre l'impunité. Ça, c'est très, très, très clair pour nous. Tous les victimes de cette dictature qui veulent porter plainte, comme Maître Bazelet vient de le dire, il y a un problème de culture, de manque de culture de porter plainte en Haïti. C'est tout un travail éducatif à faire, mais il n'est pas question justement de tergiverser sur cette question. On est clair là-dessus et au plus haut niveau de ce pouvoir, il y a aucun dilatoire sur ça. J'aimerais vraiment que ça sorte de votre représentation. C'est un gouvernement qui a donné un signal clair de construire l'état de droit. Et on sait, je l'ai dit dans mon intervention, après 20 ans de création de la Constitution, c'est avec l'administration Martelly qu'on a pu justement installer le pouvoir judiciaire dans ce pays. On veut que le pouvoir judiciaire reste indépendant, mais il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de redressements à apporter et ça prend du temps. Mais il ne faut pas vraiment penser à ces choses-là. Merci. Et alors, je voudrais dire, je ne me rappelle pas du nom, mais à la dame qui a posé des questions sur des statistiques, je n'aimerais pas sur... Hein? Madame Majodina. Madame Majodina, excusez-moi. Moi, je voudrais vous référer au dernier rapport compilatif de CEDEF, parce que ça va me prendre du temps de vous dire, par exemple, par département, et combien de femmes dans la justice, mais à la page, je vous dirais, à partir de la page
36 du rapport de CEDEF, vous allez trouver vraiment beaucoup d'informations chiffrées sur cette question assez pertinente que vous avez posée. Effectivement, le rapport a détaillé vraiment dans plusieurs domaines, par catégorie, combien d'hommes, combien de femmes par rapport à la question du quota 30%. Merci beaucoup. Mais je peux quand même, je sais que le rapport a été déposé, mais je peux quand même vous acheminer ce rapport dès maintenant. Merci. Je cède la parole à Maître Pierre-Tony Mélodin, qui est le représentant du ministère des Affaires étrangères. Merci. Merci, Madame la Ministre. Je vous prie d'excuser ma gorge, j'ai attrapé une grippe. Je vais répondre à 3 questions. Une pour compléter mon collègue du ministère de la Justice. Alors, il y avait une question qui avait demandé en quoi consistent les travaux forcés à perpétuité. Alors, il faut vous dire qu'en général, nos principaux codes, le code civil, le code pénal, le code de procédure civile, datent en réalité du 19e siècle. Ce qui fait qu'il y a certaines expressions qui sont toujours maintenues, qui sont toujours reprises, certaines peines qui sont toujours prononcées. Mais dans la réalité, à notre connaissance, le fait pour un prisonnier d'effectuer, de faire des travaux est extrêmement rare. Donc même si quelqu'un est condamné aux travaux forcés à perpétuité, en réalité, la peine consiste surtout dans le fait de mettre cette personne en prison. Il ne lui est pas demandé d'effectuer effectivement des travaux. Ensuite, il y avait une question à savoir pourquoi des textes de convention ont été retirés de l'ordre du jour du Parlement. Alors, il faut, pour que vous compreniez bien, que vous expliquez notre système en Haïti. Quand l'exécutif souhaite ratifier une convention ou bien adhérer à cette convention, eh bien, elle soumet une demande en vertu de la Constitution au Parlement qui, réuni en Assemblée nationale, va sanctionner cette demande, ou bien pour l'accepter, ou bien pour la refuser. Donc, mais une fois que le gouvernement a produit cette demande et l'a soumise au Parlement, le gouvernement n'a plus vraiment de contrôle sur le timing que le Parlement va prendre, ou bien sur dans quelle séance l'Assemblée nationale va décider de ratifier ou non cette convention. Donc, si ces conventions-là ont été retirées de l'ordre du jour du Parlement, c'est uniquement du fait d'une décision du Parlement qui est un pouvoir indépendant, et comme vous le savez, du gouvernement. Mais nous avons bon espoir que, aussitôt qu'une séance d'Assemblée nationale sera organisée, nous avons bon espoir que ces conventions soient ratifiées dans la mesure que, selon les informations dont nous disposons, il n'y a pas de blocage sur le fond quant à la ratification de ces conventions. Alors, la troisième question portait sur l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité que Mme Chanet avait soulevé. Alors, bon, nous devons dire que, le fait que cette notion ait été invoquée dans l'affaire de M. Duvalier constitue un précédent dans notre droit. Donc, effectivement, nous n'avons pas eu de cas antérieur où cette notion-là a été soulevée et nous suivons l'évolution de l'affaire pour savoir si ça va constituer une jurisprudence ou bien si, éventuellement, en cassation, cette notion sera orientée autrement. Il faut vous dire que la préoccupation que vous avez, Mme Chavenet, avait été également faite par certains défenseurs de M. Duvalier. Donc, bon, au point de vue strictement légal, donc, c'est un précédent dans notre système juridique, enfin, dans notre droit, et nous suivons son évolution pour voir quelle tournure ça va apporter. Merci beaucoup. Je passe la parole à la collègue de la condition féminine et aux droits des femmes, Maître Tessie Romulus. Allô. Bonsoir à tous et à toutes.
En ce qui a trait aux questions qui concernent la condition féminine, la ministre chef de la délégation a répondu en partie sur la question du quota. Elle vous a référé dans le 8e et 9e rapport périodique de la CEDEF. En ce qui a trait au progrès effectué par le ministère de la Condition féminine depuis sa création en 1994, nous pouvons citer, entre autres, que le ministère est visible dans tous les 10 départements de la République. Cela veut dire qu'il y a une coordination départementale du ministère dans tous les départements. C'est-à-dire que les mêmes services que nous avons à la direction générale, au siège central, nous avons ces mêmes services dans toutes les coordinations. Ensuite, il y a eu la présentation du rapport CEDEF, de la convention, pardon, c'est une convention qui a été ratifiée par le gouvernement haïtien en 1981 et dont le rapport n'a jamais été soumis. Donc, en 2009, on a présenté le rapport initial et 5 rapports périodiques. Donc, c'est sur 25 ans, on avait présenté ce rapport combiné. C'était en 2009. Ensuite, il y a le deuxième rapport, les 8e et 9e rapports périodiques qui vient d'être déposé, si je ne m'abuse, toujours concernant la CEDEF. Le ministère à la Condition féminine et aux droits des femmes a travaillé sur plusieurs avant-projets de loi. Notamment, nous avons l'avant-projet de loi qui a été voté au Parlement sur les gens de maison qui traite des travailleurs et travailleuses domestiques. Il y a eu le vote de la loi sur la paternité responsable promulguée récemment, le 4 juin dernier. Le ministère est en train de travailler sur une loi cadre contre les violences faites aux femmes. Cet avant-projet de loi est en cours de finalisation. Ensuite, il y a la table thématique genre. La table thématique genre qui contient quatre grands objectifs. Qui concerne la mise en place et fonctionnement de la table thématique genre, la mise en place de points focaux, égalité hommes-femmes au niveau des tables sectorielles et thématiques, contribution à la promotion de la politique et du plan national d'égalité hommes-femmes, parce que le ministère a présenté ce qu'on appelle le plan d'égalité hommes-femmes. Donc ce plan est en attente devant les instances concernées pour être validé. Ensuite, il y a le soutien à l'élaboration, au plaidoyer, à l'adoption et la promulgation des lois égalitaires ciblées par le ministère de la Condition féminine et le suivi de l'application du principe de quota d'au moins 30% des femmes dans les services publics. Ensuite, il y a la contribution à la mise en application du deuxième plan national de lutte contre les violences faites aux femmes, parce qu'il y a eu d'abord un premier plan, c'était 2006-2011. Comme résultat de ce plan, on a pu mettre en place 2 commissariats de police dans l'accueil et l'accompagnement des femmes victimes de violences. Ces 2 commissariats se trouvaient au Fort National et à Delma 33. Maintenant, avec le deuxième plan national, nous avons 6 commissariats qui sont en train d'être mis en place. Et le deuxième plan a 4 objectifs principaux. Renforcer l'état de droit en Haïti en promouvant le respect des droits des femmes, sensibiliser la population sur les liens existants entre les violences spécifiques faites aux femmes et l'iniquité dans les rapports sociaux de sexe. Ensuite, renforcer la prévention et la prise en charge des violences spécifiques envers les femmes, violation des droits humains, santé publique, etc. Donc, depuis 20 ans, le ministère de la Condition féminine n'a pas chômé. Elle a travaillé et a produit des outils contre les violences faites aux femmes. Il y a eu la structure tripartite, concertation nationale, qui est formée du ministère de la Justice, de la Condition féminine et de la Santé publique. Avec cette structure tripartite, on avait produit des outils. Par exemple, que faire en cas de viol, le dépliant sur le certificat médical. Donc, on a fait toute une campagne de sensibilisation pour dire aux femmes, quand elles sont violées, elles ont le droit de dénoncer. Il y a eu aussi le décret de août 2005 sur les agressions sexuelles. Donc ce décret a pas criminalisé le viol, ce décret a plutôt maximisé la sanction assortie au crime de viol. Maintenant, avec ce décret, quand quelqu'un a commis un crime de viol, c'est comme si cette personne avait donné la mort, c'est comme si cette personne avait commis un crime de sang. Donc ce sont des progrès, des avancées qui ont été réalisés par le ministère à la Condition féminine et ses autres partenaires. Il y a une question qui avait parlé de
Quels sont les progrès qui ont été effectués non. Oui, l'élimination du ministère. Donc cela n'a été qu'une rumeur, parce que le ministère de la Condition féminine reçoit le soutien total de ce gouvernement. Et en témoigne la création de la direction des affaires juridiques et le bureau de lutte contre les violences faites aux femmes, qui est une entité qui travaille sous la tutelle de la direction des affaires juridiques au ministère de la Condition féminine et aux droits des femmes. Donc, c'est une structure qui accompagne les femmes au niveau du parquet, etc., qui accompagne les femmes violentées, les femmes qui sont soumises à toute forme de violence. Je ne sais pas si je l'ai annoncé, la loi cadre qui est en cours de finalisation, on a dit loi cadre parce que ça englobe toutes les violences faites aux femmes, tous les types de violences faites aux femmes. Donc cette loi est en cours de finalisation au ministère de la Condition féminine pour être soumise par devant le Parlement, par devant les instances concernées. Je ne sais pas si j'ai fait des omissions, peut-être Oui, il y a également de concert avec le ministère, les organisations de femmes, le ministère de la Santé publique, le ministère de la Condition féminine. Un avant-projet de loi est déposé au Parlement sur l'avortement. Présentement, et cet avant-projet de loi est déposé devant le Parlement pour être validé. Maître Dolma, vous voulez prendre la parole maintenant? Maître Dolma, Anita Dolma représente la primature au sein du comité interministériel des droits de la personne. Elle fait partie de l'unité juridique de la primature. Je voulais compléter un petit peu par rapport à ce qu'a dit Maître Pétion. Je voulais compléter un petit peu par rapport à ce que vient de dire Maître Pétion, juste pour souligner aussi qu'il y a un plan national de lutte contre les violences faites aux femmes qui est élaboré par le ministère pour la période de 2012 et 2016. Donc, ce plan prévoit, entre autres, de renforcer l'état de droit en Haïti en promouvant le respect et des droits des femmes. Et puis aussi, ça va renforcer la prévention et la prise en charge des violences spécifiques envers les femmes. Et puis, il y a aussi un arrêté qui a été pris récemment qui a créé les maisons d'accueil. Ces maisons accueillent les femmes victimes de violences pendant un certain temps pour les éloigner, en quelque sorte, de la violence subie en attendant de trouver une solution. Et je voulais répondre et en quelque sorte expliquer la question sur l'état d'urgence. Et normalement, on a parlé de l'état de siège, mais aussi il y a un article de la Constitution et l'état d'urgence, c'est vrai, est différent de l'état de siège parce que la Constitution prévoit l'état de siège dans des cas précis, mais aussi il y a l'article 101 qui prévoit ce qui doit être fait en cas d'état d'urgence. Lorsque, par exemple, le corps législatif n'est pas en session, donc ce que peut faire le pouvoir exécutif. Étant donné que l'État doit garantir le droit à la vie, donc on doit pouvoir prendre des décisions lorsque la situation est bloquée. Tel a été le cas après le séisme de 2010, où la situation était déplorable, on ne pouvait rien faire, donc il a fallu agir pour garantir la sécurité des vies, préserver les biens et tout ça. Donc, l'exécutif a dû prendre un arrêté sur l'état d'urgence en se basant sur ces articles-là de la Constitution et pour, disons, préserver la situation, pour avoir le contrôle de la situation. Mais normalement, lorsque ces arrêtés-là sont pris, et les droits humains ne sont pas en danger parce que c'est simplement des mesures financières, c'est simplement pour faciliter le déblocage de ressources financières pour le bon fonctionnement des choses. Les droits humains continuent à être garantis, même en cas d'arrêté d'état d'urgence. Mais c'est un ensemble d'articles de la Constitution. Je le précise, il y a l'état de siège, mais il y a aussi notamment l'article 101 et en cas d'urgence, même si la Constitution ne définit pas l'urgence, mais on a considéré que les catastrophes naturelles peuvent aussi rentrer dans ce cadre. Et ça a été pris en 2010 et aussi après l'ouragan Sandy parce qu'il y avait des inondations. Merci. Je passe la parole maintenant au représentant de la présidence, Maître Yves Rodijan. Merci.
je voudrais intervenir sur 2 questions qui n'ont pas trouvé de réponse. D'abord, quelles sont les mesures prises pour toucher les femmes dans les régions rurales isolées en termes de santé? Donc, et cette année seulement, le gouvernement a inauguré près de 5 hôpitaux dans la région métropolitaine. Et également dans les villes de province, il y a eu des hôpitaux et de référence de la région métropolitaine. À Mirbalais, il y a un hôpital de référence de Haute-Sanding qui a été inauguré. Mais ce qui est le plus important, ce sont les brigades envoyées sur le terrain, dans les sections communales, par le ministère de la Santé publique, en collaboration avec les collaborateurs cubains, qui vont chaque fin de semaine, ou du moins selon un horaire établi, dans les sections communales, pour les consultations, pour les opérations, pour les gens souffrant de problèmes de la vue, pour le suivi médical de ces habitants-là. Donc il y a des efforts qui sont faits. Il y a seulement 32 hôpitaux placés dans des communes qui desservent leur section communale. Il y a des efforts qui sont faits. Toutes les sections communales ne sont pas touchées, mais il y a des efforts qui sont faits actuellement pour toucher les sections communales en termes de santé. Et je voudrais apporter une précision également sur la loi sur l'habeas corpus et la date de sa promulgation. Donc, le gouvernement a jugé beaucoup plus opportun d'intégrer les questions concernant l'habeas corpus dans le cadre de la réforme et des codes qui se fait actuellement par des experts nommés par le gouvernement. Donc il y a la refonte du code pénal et la refonte du code d'instruction criminelle. Et ce document, ces propositions sortiront en décembre 2014. Merci. Oui, je voudrais apporter une précision, c'est concernant les stéréotypes. Alors, le ministère de la Condition féminine aux droits des femmes a organisé de nombreuses campagnes de sensibilisation, notamment pendant la période des festivités carnavalesques. C'est pour pouvoir diminuer les stéréotypes sexuels. Donc, toute une série de campagnes a été organisée de 2007 jusqu'à 2012, et avec un slogan respecter comme ses dignités. En ce qui a trait, respecter mon corps, c'est ma dignité. Ensuite, il y a une campagne concernant les manuels scolaires. On a remarqué qu'il y avait des stéréotypes dans les manuels scolaires. Donc, toute une campagne a été organisée avec le ministère de l'Éducation nationale, les maisons d'édition, les directeurs d'école, etc., sur les stéréotypes dans les manuels scolaires. Effectivement, ces manuels scolaires ont été révisés. Donc, pour répondre à une question qu'on avait parlé, est-ce qu'il n'y aurait pas de stéréotypes au niveau des écoles, etc. Je ne me souviens pas exactement de la question. Mais le ministère s'était déjà penché sur cette problématique. Merci, Maître Thébault. Mais il y a eu vraiment des questions à Maître Romulus. On a aussi Maître Thébault dans le comité. Et moi, je voudrais compléter un petit peu sur la question de réduction de mortalité maternelle. Je voudrais vous informer que maintenant, en Haïti, une nouvelle dynamique qui existe au sein de ce nouveau gouvernement pour faciliter ce que j'appelle l'intersectorialité. Il n'y a pas une question que c'est le ministère de la Santé qui s'occupe seulement de la question
de réduction de mortalité maternelle. Oui, en termes d'accès aux soins, avec des programmes de gratuité en soins obstétricaux, c'est le ministère de la Santé, mais il y a tout un vaste programme. Ce n'est pas par hasard que je sois ministre chargé des droits humains et de la lutte contre la pauvreté extrême. La pauvreté extrême constitue la violation des droits, pour moi, le plus significatif. Et dès l'arrivée de l'administration Martelly et du gouvernement Lamotte, on a mis en place un vaste programme national d'assistance sociale, justement qui doit renforcer les actions des ministères sectoriels. Et ce vaste programme s'appelle « Aider le peuple » en créole et des peuples pour les hispanophones, Ayuda el Pueblo, est un programme de 4 sous-programmes. Vous allez comprendre pourquoi j'insiste à vous informer par rapport à cela. C'est cet apprentissage intersectoriel qui permet justement de renforcer les actions ministères et les actions des ministères sectoriels. Alors, dans ce vaste programme, nous avons le premier sous-programme qui sont les actions de cash transfert. Les actions de cash transfert, il y a 5 actions. L'action pour la rétention des enfants à l'école à travers un programme qu'on appelle Ti Maman Chérie, qui est un programme pour accompagner les mères, pour retenir les enfants à l'école. Et c'est conditionné pour donner ce cash transfert à la mère. Il faut que la mère garde ses enfants à l'école. On a aussi l'appui aux étudiants, l'appui aux personnes handicapées et des bons de solidarité et des bons d'urgence. Les bons d'urgence, après le désastre, les victimes peuvent recevoir un cash transfert. C'est un peu l'adaptation des programmes de protection sociale de l'Équateur, du Brésil et aussi de la République dominicaine. Le deuxième sous-programme, c'est la lutte contre l'insécurité alimentaire. Et parce que tous ces problèmes de mortalité, de fort taux de mortalité maternelle, c'est un peu les problèmes de pauvreté extrême. Et dans la lutte contre l'insécurité alimentaire, nous avons aussi la distribution des paniers de solidarité. On fait d'une pierre deux coups. On appuie les paysans parce que le contenu du panier de solidarité, on l'achète aussi des associations de paysans pour renforcer la relance de la production nationale. Et en même temps, on distribue ce panier à des gens dans les quartiers très précaires. Il y a aussi la cantine mobile qui est une adaptation de Solidaridad de la République dominicaine où l'on distribue des plats chauds à travers les quartiers précaires. Nous avons aussi implanté des restaurants communautaires. Déjà, on en est à 300 restaurants communautaires à travers le pays pour réduire le problème de la faim. Et le troisième sous-programme, c'est l'appui à l'éducation. C'est là qu'on a le programme de scolarisation universelle gratuit où on veut qu'il y ait plus d'enfants qui vont à l'école. On est passé vraiment à 1 400 000 enfants qui vont à l'école gratuitement. C'est le programme phare du gouvernement. Il y a aussi le transport gratuit des écoliers pour réduire les postes de dépenses de ces familles-là. Il y a aussi l'alphabétisation. On a lancé une campagne d'alphabétisation pour alphabétiser 450 000 apprenants adultes en 24 mois. Nous avons aussi l'appui des parents à l'entrée des classes. On subventionne les kits scolaires, les matériels scolaires, des livres dans ce programme-là. Et le quatrième sous-programme, c'est l'appui à l'économie familiale. Dans l'appui à l'économie familiale, vous avez des distributions de semences aux paysans. Justement, vous parliez, mais qu'est-ce qu'on fait justement pour supporter les femmes rurales? On a des micro-entreprises sociales, ce qu'on appelle économie solidaire, économie sociale, crédit agricole pour les femmes rurales, distribution des semences, distribution des caprins. Et c'est un vaste programme national d'assistance sociale qui est l'effort du gouvernement pour lutter contre la pauvreté extrême. C'est vrai qu'on est en plein dans les droits civils et politiques, mais ça se recoupe. Je veux que vous, quand même, vous informez qu'il y a toute une nouvelle dynamique
qui permet justement au gouvernement de faire l'apprentissage intersectoriel. C'est une démarche qui n'existait pas avant au niveau de la gouvernance des anciens gouvernements. Merci. C'est terminé les réponses. Merci, Madame le ministre. Il nous reste du temps pour les questions des collègues de suivi face à ces réponses qu'on a reçues de la délégation. J'ai déjà 2 collègues qui ont indiqué leur intérêt. Maintenant, il y a même 3, et peut-être il y aura davantage. Monsieur Benachour, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. D'abord, je voudrais remercier la délégation pour les explications qu'elle nous a données et qui montrent quand même qu'un effort est fait pour la promotion, le développement des droits civils et politiques, mais également des droits économiques et sociaux, surtout en faveur des femmes. Personnellement, je voudrais reprendre 2 points. D'abord, je n'ai pas eu de réponse sur la question du procès de la Syrie. Bon, vous pouvez prendre votre temps, peut-être parce que ça nécessite une recherche, mais je ne vois pas quel jugement ou quel arrêt a évoqué le pacte. Voilà la réponse que j'avais posée. Quel est le jugement dans cette affaire qui est très compliquée et qui comporte beaucoup de jugements avant dire droit, d'arrêt sur le fond, à tous les niveaux? Quel est exactement Parce que je sais que les victimes, les gens qui ont porté l'action ont évoqué le pacte. Ça, je le sais, je l'ai vérifié. Mais est-ce que le tribunal a répondu en se fondant sur le pacte? C'est la question que je pose. Et la deuxième question, qui est quand même importante dans la poursuite des responsables des atteintes, et surtout des atteintes graves aux droits de l'homme, c'est vrai que les victimes ont un rôle, mais l'État aussi a un rôle. Et en ce qui concerne l'État, quand il y a des violations graves des droits de l'homme qui sont de l'ordre du pénal, donc qui sont criminalisés, l'État doit bouger lui-même. C'est ce qui montre la volonté du gouvernement. C'est là l'indice que le gouvernement a vraiment une politique de protection des droits de l'homme. Il y a le ministère public, c'est à lui de bouger. Donc l'affaire ne relève pas uniquement des victimes, mais également du ministère de la Justice et du ministère public qui doivent déclencher l'action. C'est là qu'on voit quelle est, vous voyez, la volonté réelle d'un gouvernement. Je vous remercie. Merci, M. Benachour. The next speaker on my list, le prochain orateur sur ma liste, puisqu'il parle français cette fois, c'est M. Kellin. Vous avez la parole, monsieur. Merci, Monsieur le Président. Moi aussi, j'aimerais vous remercier pour les réponses détaillées. Concernant l'habeas corpus, j'ai une question de suivi. Article 9, paragraphe 3 de notre pacte dit que tout individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge. Quel est le délai dans la législation actuelle? Quel est le délai dans la réalité que vous venez de décrire avec des grèves, des juges, avec des autres problèmes? Et puis, peut-être j'ai loupé ça, mais concernant cette question des statistiques liées à la question de quel est le suivi aux recommandations de l'inspectorat général de la police nationale d'Haïti. Je sais que ce n'est pas possible de me fournir ces statistiques aujourd'hui, mais si peut-être demain ou même dans les jours à venir, ça serait très, très important pour nous. Merci. Dans ce contexte aussi, ces questions le nombre des cas
des personnes tuées dans le contexte de l'utilisation des armes à feu. Merci. Merci, M. Kaelin. El próximo orador del ministro es el señor Salvioli. Monsieur Salvioli, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et un grand merci également à la délégation pour toutes les informations qu'elle a bien voulu nous fournir. Elle a répondu à certaines de mes questions, alors que d'autres sont malheureusement restées sans réponse. Bien, je n'insisterai pas, puisqu'il s'agit en fait de données d'ordre statistique que la délégation n'est peut-être pas en mesure de me donner en l'état actuel des choses. Peut-être sera-t-elle en mesure de le faire demain matin ou dans le délai dont l'informera le président, délai imparti donc pour fournir des informations complémentaires. J'aimerais néanmoins revenir sur un certain nombre d'aspects concernant la question de la torture. J'ai pris bonne note des réponses que la délégation a eu la gentillesse de fournir à notre comité. Néanmoins, je dois dire que l'explication que vous nous avez donnée, en vertu de laquelle la torture psychologique n'est pas érigée à l'état d'infraction parce que les procédures judiciaires qui pourraient s'en suivre sont assez complexes à mener, ne me satisfait guère, je dois le dire. Votre État a ratifié notre pacte en 1991 et notre comité dispose d'une jurisprudence assez claire en la matière. Dans son observation générale numéro 20, notre comité signale explicitement que l'article 7 couvre aussi bien les délits de torture et de mauvais traitements physiques que ceux qui revêtent une dimension psychologique. Notre observation générale numéro 20 que nous avons rédigée en 1992 étaye également ces principes dans ses paragraphes 1er à 5. L'État a donc l'obligation de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour veiller à donner effet aux droits consacrés dans le pacte. Je pense notamment au droit à l'intégrité physique et psychique ou psychologique. Aussi, d'après ce que j'ai cru comprendre, votre délégation a l'intention d'encourager le gouvernement haïtien à veiller à ce que la législation à venir couvre tous les aspects de la torture. J'imagine qu'au regard du dialogue que nous entretenons avec vous, vous allez remporter ce message dans votre capitale. Mais en l'état actuel des choses, j'aimerais savoir comment l'on sanctionne la torture psychologique. Est-ce que ce sont là des faits qui restent complètement impunis ? J'aimerais donc que vous éclairiez ma lanterne à ce sujet parce que je pense qu'il s'agit là d'une question des plus importantes. Je vous remercie, Monsieur le Président. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Salvioli. Madame Waterval, vous êtes la suivante sur ma liste. Je vous en prie, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Étant donné que j'interviens pour la première fois, permettez-moi de souhaiter une cordiale bienvenue à la délégation. Permettez-moi de réagir à ce qui touche à la violence faite aux femmes. L'État parti faisait allusion à la création de foyers d'hébergement à l'adresse des femmes. J'aimerais savoir combien il en existe exactement. Et j'aimerais savoir si vous avez envisagé de mettre en place des programmes à l'adresse des auteurs de ces violences afin d'apporter quelques corrections à leur comportement, disons. Et ce que j'aimerais savoir également, c'est si le viol marital ou conjugal est passible de sanctions. Par avance, je remercie la délégation des réponses qu'elle voudra bien nous fournir. Merci, Madame Waterval. Bien, en l'absence... non, excusez-moi, Monsieur Sitoulsing, je ne vous avais pas vu, vous avez la parole. Bonjour, merci, Monsieur le Président. J'aimerais souhaiter la cordiale bienvenue à la délégation. J'aurais une question concernant la condition des Haïtiens résidant en République dominicaine actuellement. Quelle est votre position exactement concernant
des accords ou des négociations entreprises avec la République dominicaine et qui concernent les Haïtiens qui sont au nombre d'1 million, si j'ai bien compris, et qui sont considérés comme étant apatrides en République dominicaine. Haïti a-t-il l'intention de les accueillir dans la mesure où ces personnes souhaiteraient revenir au pays? Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Situl Singh, la délégation souhaitera peut-être répondre demain à cette question bien précise, puisqu'il s'agit d'une question qui relève de la seconde salve de points, même si je crois me souvenir qu'elle a d'ores et déjà été touchée du doigt par certains collègues. Avant de rendre la parole à la délégation, je me permets de rebondir à vos observations concernant le recours à la force de la part des forces de sécurité. C'est une question que M. Kelly a d'ores et déjà abordée. D'après des informations présentées dans le paragraphe 47 des réponses de la liste des points à traiter, le président poursuit en français. Bouquet, situé dans le département de l'Ouest, 3 jeunes personnes auraient été tuées par balle par un policier. Ce dernier, suite à un mandat du parquet près du tribunal de première instance compétent, a été arrêté et son dossier transmis au cabinet d'instruction pour les suites légales. Je ne sais pas si ça a été soulevé, mais de toute façon, j'aimerais savoir quand tout cela s'est passé et s'il y a une mise à jour à nous donner. Et dans le même contexte, je me réfère à des renseignements pourvus par une ONG bien connue, selon lequel le ministre de la Justice aurait émis des instructions selon lesquelles la police ne doit pas mettre en œuvre des mandats judiciaires pour arrêter les officiers de police sans autorisation du ministre. Et ça, un numéro est donné au mémorandum, c'est le numéro 19/SCCE/4 du ministre de Justice et Sécurité publique du 21 octobre 2013. Est-ce que c'est juste et quelle est la problématique qui aurait pu susciter l'émission d'une telle instruction qui semble guère compatible avec un engagement d'assurer que les agents de la loi se comportent selon les exigences de notre pacte. And I see Ms. Majidi. Je vois que Mme Majodina souhaite intervenir. Permettez-moi, juste avant de lui donner la parole, étant donné que je m'adressais en français, Mme Majodina n'a peut-être pas entendu ce que je disais. En fait, les statistiques auxquelles je faisais allusion sont des statistiques dont dispose le SIDO, mais bien sûr, le secrétariat peut les mettre à disposition. Mme Majodina, oui, justement, c'est exactement à ce titre que je souhaitais intervenir. J'entends bien que le comité SIDO ait été saisi de ces données. Je comprends bien les raisons qui expliquent la fourniture de ces données au comité SIDO, mais j'aimerais également que nous en soyons saisis. Voilà, je m'en tiendrai là. Oui, merci Madame Majodina pour cette remarque des plus pertinentes. Bien, il nous reste environ 10 minutes. Si la délégation se sent en mesure de répondre à certaines des questions qui lui ont été posées, et je lui cède la parole avec le plus grand plaisir. Évidemment, la délégation n'a absolument aucune obligation de répondre aux questions qui viennent de lui être posées. Elle peut tout à fait décider de répondre demain matin en français. Certaines répondu maintenant. Hein. Et concernant la circulaire du ministre sur les agents de la PNH, la ministre a été invitée, le ministre de la Justice a été invité au Parlement et il a déclaré ouvertement qu'il a retiré la circulaire. Désormais, à l'heure actuelle, on n'a pas besoin de cette circulaire-là pour que
l'agent de la PNH incriminé puisse comparaître par devant la juridiction compétente. En ce qui concerne le dossier de la Croix des Bouquets, où les 3 jeunes ont été tués par balle, et le policier fautif, le policier incriminé est en isolement et le dossier est au cabinet d'instruction. L'ordonnance n'est pas sortie encore. Donc on attend, le juge d'instruction poursuit ses enquêtes en vue de trouver des indices vraiment suffisants pour rendre son ordonnance. Donc le dossier est encore dans la juridiction de la Croix des Bouquets. Et pour les tortures corporelles, c'est vrai que nous ne disposons pas de statistiques et vous nous avez fait la proposition d'intégrer dans une nouvelle législation toutes ces dispositions. Nous croyons fermement que le gouvernement va être encouragé à intégrer la législation, toutes les dispositions du pacte dans la nouvelle législation à travers la réforme judiciaire. Et en ce qui concerne le délai de l'habeas corpus, pour l'habeas corpus, et c'est une procédure célère et lorsque cette personne-là est arrêtée de façon arbitraire ou bien le délai pour comparaître, qui est de 48 heures, pour comparaître devant le juge n'a pas été respecté. Donc, l'habeas corpus peut être utilisé dans ce cas-là. Donc, en ce qui concerne le délai, c'est les 48 heures. Si ces 48 heures se sont écoulées et que cette personne-là ne comparaisse pas devant son juge naturel, il peut toujours utiliser cette procédure qui est l'habeas corpus. C'est vrai que on peut ne pas être satisfait de la réponse donnée en ce qui concerne le procès de la Syrie. Et la question qui nous a été posée a été à quel moment les dispositions du Code ont été appliquées, à quel moment, à quelle instance judiciaire. La décision a été rendue par la Cour d'appel des Gonaïves. Et c'est cette Cour qui a rendu une décision mettant en liberté les gens accusés de crimes. Donc, c'est ce qu'on a comme information. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions auxquelles vous pouvez répondre vous-même. Et bon, pour les autres questions, on les mentionne et on pourra les répondre après. Madame Majodina, toutes mes excuses, hein, vous avez raison. C'est vrai que je vais vous acheminer le document, mais c'est important de partager avec l'Assemblée certains chiffres. Dans le domaine, moi je vous dirais, dans le domaine de la justice, répartition, par exemple, des juges de paix pour la juridiction selon le sexe, pour tous les départements, nous avons 583 hommes pour seulement 32 femmes. On parle de 14,80% d'hommes et de 5,20% seulement de femmes. Dans le domaine représentation et participation à l'échelle nationale, je voudrais parler de la police nationale, par exemple. Je cherche les informations pour vous. Le problème, c'est parce qu'il y a beaucoup de tableaux et puis je dois... Attends. Jusqu'à la 23e promotion de la police nationale d'Haïti, les femmes n'étaient que 772 policières sur 9 389 policiers. La 24e promotion a compté 112 policières régulières et 10 qui ont pu suivre une formation spéciale en Colombie. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'efforts de la part du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes d'avoir un peu plus de policières, surtout pour les questions de réponse aux violences faites aux femmes.
Pour la question de scolarisation, et attends, je vais vous dire exactement, là c'est année d'études. Alors, on a première année, deuxième année, troisième année. Bon, c'est un peu, on n'a pas des chiffres globaux, mais c'est juste pour vous donner une idée. Et en milieu urbain, il y a 0,49 garçons et contre 0,51 femmes. Je dois vous dire qu'il y a vraiment un progrès au niveau de la scolarisation chez les filles et même au niveau de l'alphabétisation aussi. On a pu remarquer avec la nouvelle campagne qu'on a vraiment un pourcentage très élevé de femmes qui participent par rapport aux hommes, mais on attend la fin de la campagne pour, je dirais, affirmer, parce que on doit alphabétiser 450 000, mais déjà, les premières statistiques nous montrent qu'il y a plus de 60% de femmes qui participent dans l'alphabétisation et dans la scolarisation, surtout dans le programme de scolarisation universelle gratuit. On est presque à égaux et les familles, elles envoient beaucoup plus les fillettes à l'école aujourd'hui et qu'avant, parce qu'on enregistrait vraiment des problèmes de disparité assez importantes, mais maintenant, on envoie les filles à l'école. Là, comme vous l'avez vu, et on a 0,49 en milieu urbain, 0,51 en milieu de femmes. Et puis, au niveau rural, on a 0,54% et 0,46 de filles. Il y a toujours un effort à faire, mais comme je vous l'ai dit, je vais vous envoyer le rapport et pour avoir beaucoup plus d'informations détaillées sur les disparités. Mais je m'excuse vraiment, madame. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Je ne sais pas, je crois que peut-être il y aura des questions à continuer demain matin. On commencera avec ça et puis on partira sur la deuxième cycle des questions. Alors, il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne soirée ici à Genève et aux collègues aussi, et tous les autres. Et je suspends la session jusqu'à demain matin à 10h. La session est suspendue.